Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous de 15h à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, un des plus célèbres chroniqueurs passés sur France 2 entre 2015 et 2018 dans On n'est pas couché. Désormais occasionnellement sur C8, il est l'un des tout premiers romanciers français et a obtenu le prix Goncourt du premier roman pour Jubilation vers le ciel en 96, puis le prix Renaudot pour Naissance en 2013, auteur d'une dizaine de romans, tous parus aux éditions Grasset, dont Orléans et Reims et Année Zéro qui paraîtra bientôt le 27 janvier aux éditions Bouquin. Cinéaste, il a réalisé... Année Zéro, c'est une revue littéraire. Une revue littéraire, tout à fait. Une revue littéraire. Cinéaste, écoutez, bonjour en même temps à Yann Moix. Cinéaste, vous avez réalisé 2 longs métrages, Podium et Cinéman, ainsi que plusieurs courts métrages, documentaires ou fiction. Je crois que tout est dit. Yann Moix est donc mon invité aujourd'hui et on va sans doute philosopher dans un instant avec lui en direct sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Rebonjour Yann Moix. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J pour parler de votre parcours et de votre actualité. Mais d'abord une question, pourquoi avoir accepté de parler maintenant sur Radio J ? Parce que vous m'avez proposé de le faire et je crois que je remplace un invité qui a eu le Covid. Donc comme j'adore jouer les bouches-trous, et je dis ça sans ironie, j'aime bien faire des choses qui n'étaient pas prévues et j'aime bien remplacer les gens qui ne viennent pas. Et ça m'évite de poser des lapins quand je suis officiellement invité. C'est l'esprit de contradiction qui fait que j'adore remplacer les absents. Alors, vous ne remplacez pas un absent parce qu'en revanche, j'avais prévu de vous inviter, mais un petit peu plus tard parce que je crois que votre revue sort le 27 janvier. Vous m'avez gentiment proposé de venir aujourd'hui et j'ai évidemment accepté, considérant que c'était pour moi un honneur que d'être ici avec vous aujourd'hui. Eh bien, c'est un honneur partagé pour moi aussi. Alors, tout d'abord, j'ai envie de parler de vous avec des livres bâtis sur votre vie, Yann Moix. D'ailleurs, nous allons le voir dans cette émission. Je crois que la littérature et l'écriture vous font vivre, vibrer, peut-être, parfois peut-être même pleurer. En tout cas, vous sentir vivant quand parfois on se sent un peu moins vivant de l'intérieur. Corrigez-moi si je me trompe. Je dirais que tout simplement, il y a dans l'écriture et dans la littérature et dans la lecture des mondes qui nous sont proposés qui ont autant de légitimité que le monde normal. Et d'ailleurs, c'est pas sur Radio J que je vais étonner les gens, les auditeurs, en leur disant que le fait de lire est quelque chose qui est au moins aussi important que le fait de vivre. Et d'ailleurs, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Sans la lecture, on n'a pas d'existence possible, parce qu'on serait arrimé à son propre moi, et le moi, on en a vite fait le tour, alors que la lecture propulse l'être humain vers quelque chose qui ne lui appartient pas complètement, mais dans lequel il a sa place. Est-ce que la littérature, c'était votre refuge quand vous étiez petit ? Un refuge et aussi, ce que je viens de vous dire, une rampe de lancement, une catapulte. C'est-à-dire, ça nous protège de l'agression, mais en même temps, ça nous envoie très loin de nous-mêmes. Donc effectivement, c'est comme si on habitait à l'intérieur d'une pierre ou d'une coquille de noix, mais cette coquille de noix est propulsée dans les airs très très loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, d'accord pour l'abri, mais un abri qui est arraché à son milieu naturel. Alors, 2 romans ont fait grand bruit récemment. Orléans, sorti en 2019, où vous racontez avoir été un enfant battu et martyr, victime de maltraitance de la part de vos parents. Vous faisiez la une des couvertures et l'ouverture des journaux avec ça, puisque des désaccords à coups de presse ouverte sur le sujet avaient surgi, si on peut dire ça comme ça. Celui notamment avec vos parents qui niaient les faits malgré le fait que votre papa avait, oui, révélé être un peu dur. Une lettre ouverte de la part de votre frère vous accusait d'être l'origine de coups et plus encore, alors que vous aviez attribué ces services à vos parents. Il était même intervenu sur le plateau de Yann Barthès dans Quotidien et BFM TV. Avez-vous pu trouver un terrain d'entente 3 ans et un Covid plus tard ? Je ne parle plus de ça. Un procès a été rendu. J'allais y venir. J'ai eu gain de cause sur 100% des faits. Il a été donc notifié que tout ça était de la mythomanie, de la fausseté, que c'est des gens qui ont simplement essayé de faire ce qu'ils ont fait depuis que je suis sur Terre, me nuire. Ils n'ont pas réussi une fois de plus. Donc, c'est terminé. J'ai gagné. On passe à autre chose. Après la dure enfance dans Reims en 2021, le roman de vos 20 ans, vous avez grandi, vous aspirez aux plus grandes écoles pour monter à Paris et rentrer dans la vie, comme on dit. Vous revenez sur le jeune homme mal dans sa peau que vous avez été. Vous dites ici tout n'est qu'ennui, impuissance, obsession sexuelle jamais assouvie, dérive alcoolisée, débâcle progressive avec une petite bande de paumés masturbateurs et suicidaires qui tournent le dos à la compétition scolaire. Calmez-vous, on a 1h30. Hein. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'aller à cette vitesse. Non, mais c'est juste pour l'expliquer.
extrait. mais j'ai peur que vous ayez du mal à respirer. Ne vous inquiétez pas, je suis très tranquille. Zen. Un livre intense qui sent le soufre, comme les gens que vous avez toujours aimés, dites-vous. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'âge de 20 ans est effectivement, comme disait Paul Nizan, tout sauf le plus bel âge de la vie. Et je crois aussi que l'âge de 20 ans, ça a été inventé pour ne plus faire à 30 toutes les bêtises qu'on peut y faire. C'est-à-dire que l'âge de 20 ans, pour moi, c'est un brouillon. C'est là qu'il faut se dépêcher de commettre toutes les insanités, de se vautrer dans toutes les fanges, comme pour s'en débarrasser et pouvoir devenir adulte. Alors, certains ont été très sages à 20 ans, c'était pas mon cas. Donc à 20 ans, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait toutes les bêtises les plus innommables qu'ils soient. J'ai fumé, je me suis un peu drogué, j'ai beaucoup bu, j'ai raconté beaucoup de bêtises, je mentais énormément, j'en ai écrite, j'en ai dessiné. Tout ce qui pouvait me rendre détestable à moi-même et aux autres, je me suis roulé allègrement dedans. Et puis ensuite, la vie m'a purgé. On peut pas être à 30 ans le même qu'à 20 ans, ni à 40 le même qu'à 30. Et donc cet âge de 20 ans, je le raconte effectivement dans un roman qui s'appelle Reims. Et il est vrai, vous dites quelque chose de très juste, que j'ai toujours été attiré dès cette école, mais avant aussi et après, par les gens dont on a l'impression qu'ils sont irremplaçables, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire des espèces d'anomalies existentielles, des gens qui dépassent, parfois par l'abomination, parfois par l'extrême sagesse, mais qui sont très différents des autres. On rencontre finalement dans notre vie peu de gens qui ont l'air de venir un peu d'ailleurs, qui n'ont pas des vies qui sont raptassées et formatées par l'habitude, par le quotidien. En fait, des gens qui ne sont pas interchangeables avec tous les autres. Est-ce que vous avez des exemples, Yann Moix ? Oui, mais vous les connaissez pas. C'est des gens qui ont fait leurs études avec moi. Des gens qui étaient capables de ne pas dormir pendant 5 jours pour regarder des films de 1920 ou des films muets, des gens qui étaient capables d'écouter l'intégrale de Beethoven d'une traite sans manger ni dormir, des gens qui étaient capables d'envoyer des lettres d'amour de 150 pages à une fille qui croisait dans la rue, etc. Des gens excessifs, vous voyez, des gens hors normes au sens étymologique du terme. Et donc ces gens-là qui sont anonymes sont des gens qui effectivement ont toujours rencontré mon amitié. Après on se lasse, on passe à d'autres personnes, mais et bien sûr tous ces gens-là étaient très différents les uns des autres. Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours étonné. Il y en a un qui refusait catégoriquement de parler français alors qu'il était français, donc il apprenait l'allemand, il apprenait l'anglais, il apprenait toutes les langues, mais il détestait le français. Donc c'est le seul français que j'ai rencontré dans ma vie qui ne supportait pas sa langue maternelle. Donc il était génial en langues étrangères. Oui, ça c'est quand même des profils absolument exceptionnels. Ou un autre qui ne lisait que le journal de Kafka depuis l'âge de 15 ans. Il refusait de lire autre chose que le journal de Kafka, etc., etc. Ça, on n'en rencontre pas tous les jours. Je dis pas que ce sont des modèles. Ce ne sont pas mes dieux. Ce sont des gens que j'ai rencontrés qui sortaient complètement de l'ordinaire. Parmi justement ces grandes personnes que vous avez rencontrées, est-ce qu'on peut compter ces grands juifs du 21e siècle qui vous ont peut-être donné votre chance, comme BHL ou Pierre Assouline ? Alors attendez, j'aime beaucoup Pierre Assouline et j'aime beaucoup Bernard-Henri Lévy. Je ne dirais pas que ce sont des grands juifs du XXe siècle. D'abord, vous en parlez comme s'ils étaient morts et je les respecte. Non, je parle des vivants dont vous venez de me parler, oui, qui ont fait partie de votre histoire. Non, mais la manière dont vous les béatifiez m'effraie un peu parce que ça voudrait dire que déjà ils font partie d'une sorte d'histoire fermée. Or, ce sont des gens pour qui j'ai trop d'estime et d'amitié pour les mettre tout de suite dans une catégorie qui les fait disparaître à mes yeux, c'est-à-dire les grands, etc. Qu'ils aient une forme de haute intelligence et d'importance extrême dans notre société sont deux personnes que j'aime beaucoup, c'est un fait, mais pour moi les grands juifs du XXe siècle, ce sont les grands morts juifs du XXe siècle. Et Dieu soit loué, ces deux-là sont encore vivants. Donc j'étais un peu effrayé par la formulation, qui les honore, mais aussi qui les enterre. 21e siècle. Ah, du 21e siècle. Voilà. Alors oui, enfin, l'amitié que j'ai pour Bernard-Henri Lévy et celle et le respect que j'ai pour Pierre Assouline vont bien au-delà, si vous voulez, du fait qu'ils soient juifs. Pour moi, ce sont deux personnes qui d'abord sont des fanatiques de la littérature. Pierre Assouline est le premier qui a publié mon nom, qui a imprimé mon nom dans un journal. Bernard-Henri Lévy doit être le deuxième. Et effectivement, je ne l'oublierai jamais. Et je crois que ces deux personnes ont beaucoup compté dans ma vie, pour des raisons d'ailleurs différentes les deux. Ce sont des fous de littérature. Et c'est pour ça que je les respecte à l'infini. Fou de littérature comme vous, Yann Moix. Alors, je vais pas revenir sur la problématique qu'on a connue dans Reims. Vous avez raconté comment votre amitié avec un jeune néo-nazi et vos errements de Genèse. Vous pouvez parler absolument de tout. Vous savez, une fois qu'on a digéré les choses et que tout est apaisé,
c'est justement le moment où on peut commencer à parler tranquillement. Alors, donc, parfait. pour moi, il n'y a pas de tabou. Vous parlez absolument de ce que vous voulez. Juste les péripéties de gens que je méprise, dont je souhaite la mort physique comme mes parents, et mon soi-disant frère, qui n'est qu'une excroissance biologique, une créature qui est pilotée par les deux géniteurs monstrueux qui m'ont mis au monde. Ça, c'est des sujets qui ne m'intéressent plus. Mais le reste, dès lors que j'en ai parlé moi-même dans un livre, vous avez parfaitement le droit de le faire également. Merci pour cette ouverture, Yann Moix. Alors, mettons le pied dans la porte. Des dessins et les publications antisémites révélées en septembre 2019 qui avaient créé la controverse. Vous avez fait votre mea culpa dans la presse et nombreux savent vos regrets, votre rapprochement avec la religion juive, les années qui ont suivi, votre goût pour la Torah répété dans les médias. On vous sait proche aussi de l'UEJF et d'autres organisations juives et plus encore. Est-ce que vous pensez que la communauté juive vous a pardonné ? D'abord, je n'aurais pas dû demander pardon. Je le dis à ce micro de manière très tranquille. Pourquoi ? Tout simplement, et ça je peux le dire simplement 3 ans après. C'était impossible de le dire il y a 3 ans parce que vous savez, quand vous avez la meute et les chiens au mollet, il faut se dépêcher de demander pardon parce que sinon vous êtes totalement inaudible. Donc, par paresse intellectuelle, je me suis dépêché de demander pardon. J'aurais pas dû le faire parce que je n'ai jamais offensé quiconque dans la communauté juive, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, ces petits dessins, je n'étais responsable que des dessins qui valent pas mieux que les textes, hein. Je dis simplement ça pour établir la vérité, parce que ces dessins distribués à 12 exemplaires dans une école de commerce n'étaient antisémites que dans la mesure où les autres dessins que j'ai commis étaient contre les handicapés, contre les Noirs, contre la famine dans le monde, contre l'abbé Pierre, contre les femmes, contre les enfants, et favorable aux serial killers. Donc, si vous voulez, j'avais fait, 3-4 exemplaires totalement artisanaux, hein. Il n'y avait pas de commission paritaire, de comité éditorial. C'était des crobards d'adolescents boutonneux de 20 ans, certes, et d'autant moins excusables que j'étais pas non plus totalement demeuré à 20 ans. Et donc, j'essaye pas de les excuser, loin de là. Quand je les vois, quand je les ai revus, ils m'ont dégoûté moi-même. Mais quand même, un truc, c'est que il n'y avait pas d'obsession, si vous voulez, sur la Shoah, etc. C'était simplement une sorte de marigot dans lequel j'ai mis tous les sujets inadmissibles et j'ai plaisanté sur tout ce qui relevait de l'insoutenable, les sujets sur lesquels on ne plaisante pas. Les enfants, je vous le redis, les handicapés, etc. Et donc, dont la Shoah, parce que la Shoah, c'est le sujet, par définition, sur lequel on peut le moins plaisanter au monde, et tant mieux. Oui. Mais j'avais fait feu de tout bois. Donc, si vous voulez, jamais mon intention n'avait été d'insulter la communauté juive, ça c'est la première chose. 2, c'était pas quelque chose qui avait été tiré officiellement, c'était des crobards agrafés et distribués à Sub de Courins en 1989. Et que ma famille a ressorti au bon moment pour m'empêcher d'avoir le bon cours. C'est votre famille ? Oui, bien sûr, mais ça a été prouvé au procès, mon frère l'a reconnu. Qui ont été tirés, enfin mon frère, avec 1000 guillemets. Il y a des chiens qui traversent la rue qui sont beaucoup plus mon frère que cet individu. Mais si vous voulez, ce petit fanzine n'était pas destiné à choquer les juifs, mais à choquer tout le monde, à me détruire auprès de ma promotion de Sub de Courins. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir cette chose qui est absolument fascinante. On vit dans une société qui, toute la journée, fait l'apologie des gens qui, partant d'un milieu défavorisé, moi mon milieu était fasciste, c'était pas défavorisé, mais était d'extrême droite, fascisant. On fait l'apologie toute la journée des gens qui s'arrachent à leur milieu pour réussir par eux-mêmes. 30 ans de ma vie, pendant 30 ans, je me suis battu contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre les révisionnistes, contre les conspirationnistes, contre tout ce que vous pouvez imaginer en iste qui soit absolument dégoûtant et fait de crachats et de bile. Et la société médiatique, plutôt que de me féliciter de ce parcours, voyant d'où j'étais venu, a priori même de ces dessins, disons que je sois parti de ces dessins et qu'ils étaient au premier degré, tant pis. Bien non, mais attends, je termine. Plutôt que d'applaudir à ce parcours, eh bien, on a voulu me remettre 30 ans en arrière, ce que même la justice ne fait pas parce qu'il y a prescription. Oui. On a voulu me remettre 30 ans en arrière, chose qui d'ailleurs très peu juive, considérer qu'on coïncide avec ce qu'on a été à un instant T. Or, l'être humain, ma chère amie, est fait pour évoluer, changer, s'extraire de sa propre bêtise. Et ça, c'est ça qui était très difficile à pardonner. Et par ailleurs, quand vous faites des choses à l'âge de 20 ans et qu'on les découvre à 51 ans, les gens s'imaginent que ces dessins avaient été faits l'avant-veille. Abstraction faite de ces 30 ans de combat. Et bon, pour résumer tout ça, je peux vous dire une chose, c'est que on m'a fait payer quoi ?
ma famille m'a fait payer, il y a la possibilité d'avoir le concours et d'avoir dit des choses terribles contre elle, mais les médias m'ont fait payer 3 ans dont on n'est pas couché. On va pas se mentir, et on le sait. Et notamment, et ça je peux le dire fièrement à Radio J, les médias m'ont aussi fait payer, et je le dis sans embâge, mon soutien irréductible à l'État d'Israël. Et même Alain Finkielkraut m'a reproché ce soutien inconditionnel à Israël. Bon, il se mêle de ce qu'il veut, il ne représente pas la communauté pour moi, heureusement. Donc il y a ça aussi, tout ça est d'une très grande complexité. Plusieurs sujets dans ce que vous venez de nous dire. Moi, j'entends la force qu'est le pardon et le repentir, ce qu'on appelle chez nous la teshuva, oui, mais bien je n'en veux pas. Je ne veux pas de votre pardon parce que je considère que je n'ai offensé personne dans la communauté. Je pourrais vous dire oui, pour passer à autre chose, comme ça je serais... Oui, non, mais vous m'avez invité, je veux être d'une grande honnêteté avec vous. C'est l'objectif. Si j'avais pensé avoir insulté sciemment le peuple juif, je continuerais à demander pardon. Et peut-être même toute ma vie. Mais étant sûr avec moi-même, auprès de ma conscience la plus intime, de jamais avoir voulu le faire, je ne supporte plus de continuer médiatiquement à faire le guignol en demandant pardon à une communauté que j'ai pu offenser, mais sans l'avoir voulu une fraction de seconde. C'est une erreur de jeunesse, Yann Moix, tout simplement. Oh bah c'est une faute plus qu'une erreur. Je dirais que c'est une faute. Une erreur, c'est un côté, allez, c'est pas grave. Le fait d'avoir dessiné ça en disait quand même assez long sur ce que j'avais dans le crâne, c'est-à-dire des envies sans doute de me supprimer à l'époque. C'est un suicide par le dessin, mais c'est un suicide où on retourne la haine qu'on a soi-même envers les autres, pour qu'en fait ils vous abattent parce que vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Vous parlez justement beaucoup de ça, de ce suicide, de soi-même, de cette violence un petit peu interne. On vous a vu fragilisé jusqu'à il y a peu encore où vous disiez qu'on voulait votre peau. On a essayé effectivement d'avoir ma peau, c'est ce que vous disiez clairement. On a essayé de me transformer en SDF, on a essayé d'avoir ma mort sociale, physique, intellectuelle. Est-ce que maintenant ça va mieux, Yann Moix? Est-ce que c'est fini tout ça? Ça recommencera. Alors là, j'ai plus de trucs sous le tapis. Il y avait que ça. Mais on a toujours essayé de m'abattre. J'ai dit un jour un propos sur les femmes que je pense être tout à fait honnête. J'ai le droit. Marlène Schiappa vous a soutenu. Oui, parce qu'on a le droit de préférer les femmes de 30 ans aux femmes de 50. C'est pas un crime. C'est votre droit, oui. Je veux dire, on a essayé de m'abattre à ce moment-là. On a essayé de m'abattre à maintes reprises. Quand j'ai dit qu'il y avait des violences policières, on a essayé, là encore, le ministère de l'Intérieur m'a fait un procès, etc. On a toujours essayé de m'abattre. Là, évidemment, sur les dessins, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils étaient sûrs de faire l'unanimité avec ça. Heureusement, pour sa plus grande part, la communauté juive n'est pas tombée dans le panneau parce que j'avais pas donné des gages avant. Je trouve que cette expression est horrible, mais simplement, ma nature profonde m'a toujours rapproché extrêmement du judaïsme. Vous parliez tout à l'heure de religion juive, ça me dérange un peu parce que c'est la seule chose qui m'intéresse pas dans la judéité et le judaïsme, c'est la religion. Je m'en fiche en fait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la religion juive ? L'intelligence juive, la manière de raisonner. Le Talmud m'impressionne beaucoup parce que c'est une façon non cartésienne d'avoir un rapport au réel et c'est une manière de raisonner qui me ressemble. Je me suis retrouvé dans le Talmud que j'ai un peu étudié parce que j'ai vu pour la première fois que la manière hypothético-déductive de raisonner n'était pas la seule légitime. On pouvait dans la vie faire preuve de sagacité intellectuelle, éthique, morale, autrement qu'avec des postulats, des hypothèses et des conclusions. Il y avait là des rabbins qui, à quelques siècles d'intervalle, s'invectivaient, parlaient, arrivaient à une conclusion toujours provisoire et toujours soumise à l'arrivée potentielle d'un autre rabbin qui viendrait discuter et faire s'effondrer un édifice qui paraissait parfaitement cohérent. Et ce que j'aime dans la pensée juive, c'est que c'est une pensée qui ne peut jamais être solitaire. C'est une pensée dialogique. Il faut être deux pour penser. Et je pense que c'est là un vaccin contre toutes les formes de dogmatisme et forcément, pour le coup, de toute forme d'extrémisme et sans doute de terrorisme. Et il y a également dans la pensée juive quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la transmission, c'est préférer la mémoire à l'histoire et c'est aussi, il faut le dire, une philosophie morale de l'éthique. C'est une philosophie qui part du principe que on n'est pas seul sur Terre, que les autres font partie de soi, et que soi doit être un don qu'on fait aux autres. Et donc c'est pas un œcuménisme de béni oui-oui qui est dans la pensée juive, c'est quelque chose qui doit se faire de manière incarnée et vécue, et non pas de manière passive et dogmatique. J'ai toujours dit cette chose que je ressens profondément, non pas de manière intellectuelle, mais viscérale, que chez les catholiques, Dieu est très loin au-dessus, il faut aller le chercher, alors que chez les juifs, Dieu est à côté de soi,
Mais il faut aller le chercher aussi. Sauf que c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un qui est à côté de soi que de rencontrer quelqu'un qui est très 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 au-dessus de soi, parce que celui qui est très au-dessus, on se dit que si on est sage, si on travaille bien, si on fait ce qu'il faut faire, on l'atteindra peut-être. Alors que celui qui est à côté, comment y avoir accès ? Comment lui parler ? Comment être entendu de lui, se faire entendre de lui ? Les Juifs ont une réponse à ça que j'adore, c'est celui qui est à côté de toi, qu'on pourrait appeler le nom, puisqu'il ne faut pas le prononcer, tu peux éventuellement y avoir accès par l'étude, par les textes. Il est là quelque part. Mais si tu parles tout seul au nom, il ne te répondra jamais. Il faut que tu parles au nom avec quelqu'un d'autre, en parlant à quelqu'un. Et c'est cette manière de parler avec quelqu'un qui nous rapproche peut-être de celui qui est au centre de la conversation, qui est la conversation elle-même et qui est le nom. Hachem. Vous en parlez si bien, Yann Moix. J'ai envie de vous poser cette question qui est un petit peu, un petit peu osée. Est-ce que vous pensez à vous convertir ? Non, je suis contre la conversion viscéralement. Attention, je respecte infiniment les Juifs convertis. Je ne dirai jamais qu'un Juif converti n'est pas Juif. Ce serait vraiment tout à fait pornographique et insupportable. Et heureusement que la conversion existe, parce que dans les périodes les plus sombres de notre histoire, on a été bien content dans la communauté juive de pouvoir aussi s'arrimer à la conversion de certains pour pas que le peuple juif se dissolve dans les pires moments. Et donc, mais personnellement, j'y suis opposé. D'abord parce que je trouve que dans la Torah, il y a une place pour les non-juifs. Les Bnei Noach, les fils de Noé, sont là aussi pour incarner une parole juive à l'extérieur de la judéité. Et enfin, parce que je trouve que je n'ai pas besoin de me transformer en juif pour continuer à lire la pensée juive. Je dirais, forme de boutade, mais nos amis ont beaucoup d'humour dans la communauté en général, c'est que le judaïsme est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour l'abandonner aux seuls juifs. Je leur laisse la judéité, mais il est hors de question qu'ils aient la propriété du judaïsme. Yann Moix, est-ce que vous avez trouvé des réponses dans la Torah, dans votre étude ? Non. Dans la Torah, vous savez, d'abord, la Torah n'est pas intéressante, c'est le Talmud. Oui, mais personnellement, est-ce que vous avez trouvé des philosophies de vie ? Non, surtout pas. Je ne cherche dans l'écriture juive et dans la pensée juive que des questions. Et surtout pas de réponse. La philosophie juive, la pensée juive, la textualité juive part du principe que celui qui apporte une réponse est un charlatan, un faux messie. Le messianisme consiste à poser une nouvelle question plutôt que d'apporter une réponse. C'est-à-dire que celui qui apporte une réponse chez les juifs est un faux juif. Il est mort. La réponse, c'est le dogme. Ça veut dire, voilà, la situation est fixe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a crucifié Jésus, c'est-à-dire pour le fixer. Le fait de le punaiser, de le crucifier, fait qu'on l'a arrimé à une place de laquelle il ne pouvait plus bouger. Et ça, c'est pas juif du tout. Ce qui est juif, c'est le questionnement. Le questionnement. Eh ben, écoutez, on va continuer à parler et à se questionner avec vous, Yann Moix, si vous voulez bien. On va parler aussi de vos goûts dans un instant.